Donc, je vais maintenant parler de démarrage de l'écologie. Alors, j'ai prévu à la fois de faire une petite introduction sur finalement qu'est-ce que c'est que l'écologie. Quand on utilise ce terme, ça désigne plein de choses différentes. Et quand je vais parler démarrage de l'écologie, ça va encore compliquer le paysage. Donc, je tiens à clarifier ce dont je vais parler. Et en fait, je vais surtout parler de l'écoféminisme, comme vous l'avez vu dans la dernière présentation de cette conférence. Dans un premier temps, et qui sera le plus long parce que je pense qu'il est le plus indispensable et que c'est un peu la vocation de l'Université populaire du Pays d'Aix, je parlerai surtout de la construction de la pensée écoféministe. Qu'est-ce qui fédère finalement l'extrême diversité des courants écoféministes et qu'est-ce qui les sépare aussi, puisque vous verrez, plus on y réfléchira, plus on verra que c'est un univers pluraliste. Donc on va d'abord parler de la construction de la pensée écoféministe, on fera un peu d'histoire, voire de préhistoire, puisqu'on va aborder des questions qui sont très ancrées dans l'histoire très longue de nos sociétés. Quand on parle de domination masculine, oui, c'est une très très vieille histoire. Il faut peut-être un peu s'interroger sur les origines. Et la domination de l'humain sur la nature, c'est aussi une très vieille histoire. Donc il faut faire un peu d'histoire. Même si je me focaliserai sur cette période décisive de construction de nos modes de pensée desquels on n'est pas complètement sorti, c'est-à-dire la période de la modernité, 15e, 16e, 17e siècle, avec l'apparition d'une nouvelle manière de penser le monde de laquelle nous ne sommes pas entièrement sortis. Et la dernière partie qui sera nécessairement plus courte, puisque j'ai pas des heures et je ne veux pas trop vous ennuyer, ce sera l'aspect mouvement social, lutte sociale, expérimentation sociale, écoféministe. Donc un premier temps le plus important sur la pensée, ou les pensées écoféministes, et un dernier temps sur, dans la vie concrète de nos sociétés depuis la Seconde Guerre, quelle forme concrète, au plan des luttes sociales, des luttes féministes, des luttes écologiques, l'écoféminisme fait sens. Voilà, donc, quand on parle d'écologie rapidement, il faut toujours se souvenir que ça désigne trois choses différentes. D'abord une science, c'est l'écologie au sens de la science des écosystèmes, on va dire, c'est une branche de la biologie finalement, des sciences du vivant, et les spécialistes de cette science sont les écologues. Ça, je mets un peu de côté, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un biologiste, je ne vais pas vous parler de cet aspect, ou quasiment pas. Ensuite, l'écologie, c'est une philosophie, ou une série de courants philosophiques, je préfère dire de manière plus large et vague, des pensées. Des pensées politiques, des pensées philosophiques, de la philosophie politique, qui n'existent pas depuis si longtemps, en gros, qui ont commencé à pointer leur bout du nez en même temps que les premiers dégâts de la révolution industrielle, en fait, au XIXe siècle. Les premières critiques du productivisme, c'est au XIXe siècle, mais il a fallu attendre finalement les années 60-70 pour qu'il y ait vraiment une poussée à la fois des luttes et de la pensée, puisque les deux choses sont toujours liées. Je vais essayer de vous expliquer comment à la fois la pensée et l'action sont liées dans cet ensemble de constellations de l'écologie. Et les choses se sont brutalement et heureusement développées dans la toute dernière période du point de vue des pensées écologiques et de l'écologie politique. Quand je dis écologie politique, c'est vraiment au sens large, c'est pas le parti ou les partis écologiques. Et puis, à côté des pensées, donc il y a les mouvements culturels, sociopolitiques, qui sont désignés justement par cette nébuleuse de l'écologie politique. Donc, ils sont distingués, même si c'est toujours difficile, la dimension des pensées, des réflexions, de la philosophie, et la dimension des pratiques sociales, des luttes sociales. Quand je dis lutte sociale, c'est des luttes, des mobilisations collectives. Tu me dis quelque chose là Il faut que je rapproche le micro ? Oui. D'accord. Non, la table pour la lumière.
Pousse ta table, viens. Parce que je suis passé dans la lumière, c'est ça? Oui, on te veut en pleine lumière. Ça va toujours pas là? Ça va mieux là, vous voyez? Encore plus à droite? Bon. Alors si on réfléchit un peu, les choses se sont accélérées quand même considérablement et heureusement, je disais. Certains d'entre vous se souviennent de la candidature de René Dumont aux élections présidentielles de 1974. C'était la première apparition publique un peu forte d'un discours écologique. Et puis ensuite, il y a eu quand même une longue parenthèse qui correspond aux années 80, aux années d'apogée du discours néolibéral. Il n'y a pas d'autre politique possible, etc. La promotion de l'entreprise. Les questions écologiques ont complètement disparu de la circulation des idées médiatisées dans les années 80, début des années 90. Et ensuite, on a eu quand même une nouvelle période avec l'émergence d'un mouvement altermondialiste qui avait une composante écologiste assez forte. Et puis il y a eu le sommet de Rio, qui est une date importante, 92. Et puis la COP de Paris, 2015. Et là, quand même, les questions, en particulier du réchauffement, c'est un peu euphémisé de dire de la catastrophe climatique qui s'annonce, ont commencé à secouer l'opinion fortement. Et dans la toute dernière période, ces dernières années, à la fois du point de vue de la pensée, si vous allez dans les librairies, vous voyez l'explosion des publications concernant les pensées de l'écologie, et du point de vue des mouvements sociaux, c'est évident aussi, les marches pour le climat par exemple, ou les actions d'extinction rébellion, pour n'en citer que quelques-unes, sont présentes dans le quotidien de notre vie collective. Cette poussée, à la fois donc, sur le plan des actions et des préoccupations et de la pensée de l'écologie, ne pouvait pas laisser indifférentes les grandes traditions de pensée critique qui existent depuis des siècles. Et en particulier, quand je parle des grandes traditions critiques, c'est les pensées d'une gauche plus ou moins révolutionnaire ou réformiste, ou les pensées féministes. Ces courants de pensée ont été très fortement impactés par la nécessité de prendre en compte la dimension de crise écologique de nos sociétés, et c'est ça qui donne naissance à ce que j'appelle les mariages de l'écologie, c'est-à-dire des métissages entre les traditions de pensée différentes qui sont tout à fait passionnants à mon avis. Alors donc ce soir, on va parler principalement de l'écoféminisme, mais je voulais quand même avant dire un mot au moins de deux courants qui pour moi font partie des mariages très intéressants de l'écologie, dont j'aurai peut-être l'occasion de reparler à l'Université populaire avec d'autres. Je pense en particulier à l'écologie décoloniale et à l'éco-marxisme. L'écologie décoloniale, qu'on peut résumer avec cet extrait d'un petit texte qui en parle. On associe généralement la domination de la nature au paradigme techniciste de la modernité, sans la relier aux entreprises d'exploitation humaine qui ont été le colonialisme et l'esclavagisme. Il existe au contraire un lien inextricable entre ces histoires, la crise écologique et la continuation de la sombre aventure coloniale moderne des Amériques, qui a engendré la destruction des mondes épistémiques, ontologiques et écologiques des Suds. Une seule illustration concrète, je ne sais pas si vous le savez, aux Antilles, il y a depuis quelques années un énorme scandale sanitaire, celui du chlordécone, qui est un insecticide très dangereux pour la santé humaine et pour l'environnement, qui a été utilisé dans les bananeries jusqu'en 1993, alors qu'il était interdit aux États-Unis depuis 1972. Vous voyez, selon les pays, selon les populations, les législations sont à géométrie variable. Et cette variabilité nous dit beaucoup de choses
du regard qui est porté sur les peuples concernés. L'éco-marxisme développe certains aspects de la pensée de Marx qui étaient peu développés chez Marx, qui sont surtout développés chez le vieux Marx, selon lesquels, tout simplement, le capital exploite et détruit à la fois l'homme et la nature. Par exemple, ça amène, du côté de ce courant, mais au-delà, je pense, à parler de capitalocène plutôt que d'anthropocène, c'est-à-dire constater que les atteintes radicales à l'environnement, à la nature, ne tiennent pas à une responsabilité indifférenciée de l'espèce humaine, anthropo, mais à des responsabilités spécifiques d'un système économique et social qu'on appelle le capitalisme. L'écoféminisme. Alors d'abord, comme j'ai annoncé, l'écoféminisme comme pensée, avec ses deux grandes orientations, qui naît quand? L'écoféminisme, comment le dater? En fait, le mot écoféminisme est employé pour la première fois par une intellectuelle militante qui s'appelle Françoise d'Aubonne, D'-E-A-U comme l'eau, bonne comme bonne, qui a beaucoup produit dans les années 70 et qui était très proche d'ailleurs de René Dumont et d'un chercheur qui s'appelle Serge Moscovici, et qui a inventé le terme et qui a publié plusieurs ouvrages qui se réfèrent à cette notion d'écoféminisme. Mais en fait, c'est une précurseuse qui disparaît complètement du paysage politique et intellectuel pendant 30 ans. On ne reparle de Françoise d'Aubonne que depuis quelques années. Et on peut se poser la question, pourquoi? Pourquoi cet effacement, particulièrement en France, de cette pensée que l'on peut résumer comme ça, hein, de manière très simple, le point de départ et d'arrivée et la posture commune des écoféminismes dans toute leur diversité, c'est la suivante, la nature et les femmes sont produits et objets d'un même rapport de domination, de prédation, d'appropriation, de destruction, rapport qui s'ancre dans le patriarcat, la domination masculine. Dès lors, les femmes sont potentiellement en pointe, évidemment dans la lutte contre la domination de sexe, mais aussi dans les luttes pour le vivant. La rencontre entre lutte de femmes et lutte écologique n'est donc pas le fait du hasard, elle n'est pas éphémère, parce qu'il y a entre ces deux types de lutte une connexion étroite qui renvoie à la commune domination des femmes et de la nature, ou aux connexions qui existent entre les dominations masculines et les dominations de l'homme, de l'être humain sur la nature. Et c'est là où les dominations croisées sont les plus lourdes que surgissent les mouvements écoféministes, et on en verra quelques exemples. Encore un mot sur cette éclipse des pensées écoféministes. En fait, elles sont assez liées aussi aux éclipses du mouvement féministe lui-même et du mouvement écologiste lui-même. Hein, souvent avec André insiste beaucoup là-dessus aussi, il y a une poussée de l'ensemble des formes de critique du système social dans lequel on vit dans les années 68, 70, 75, et après un reflux très important. Et la première vague, ce qu'on appelle les trois vagues du féminisme, hein, les trois grandes vagues du féminisme, la première vague c'est les suffragettes, fin 19e, début 20e, jusqu'aux années 30. La deuxième vague c'est les années 60-70, qu'on appelle souvent les années MLF, et la dernière vague c'est les années MeToo. La troisième vague féministe qui démarre en octobre 2017 avec l'affaire Weinstein. Et bien finalement, entre la seconde et la troisième vague féministe, il y a un déclin des luttes féministes, et c'est un peu vrai aussi des luttes écologiques. Donc ce n'est pas surprenant qu'on voit ressurgir ce courant écoféministe dans la toute dernière période, où il y a à la fois un renouveau des luttes féministes et un renouveau des luttes écologistes. Alors j'ai dit la thèse commune de l'écoféminisme. Maintenant, cette idée se décline diversement selon de très nombreuses orientations. Je vais pas toutes les citer, on pourra en discuter, mais il y a principalement deux orientations avec des controverses importantes entre ces deux orientations. L'orientation qu'on appelle constructiviste et l'orientation qu'on appelle essentialiste. L'orientation constructiviste que je vais défendre parce que c'est l'orientation dominante dans laquelle je me situe d'un point de vue
de sociologues, et d'un point de vue aussi plus large des sciences sociales critiques, c'est quoi le constructivisme? C'est considérer que tous les phénomènes socio-historiques auxquels on a affaire n'ont rien de naturel, qu'ils résultent de constructions sociales et culturelles. Tout ce qui nous apparaît dans un premier temps comme naturel mérite d'être déconstruit pour voir comment ça a été construit comme naturel. Évidemment, c'est très très important et très lié, évidemment, au conflit politique, tout ça, puisque à partir du moment où on commence à interroger la naturalité de l'ordre social, des hiérarchies sociales, des inégalités, eh bien, on peut se demander dans quelle mesure on ne peut pas les transformer. Si les choses sont naturelles, ancrées dans un ordre biologique, comment souhaiter et imaginer les transformer? Si la différence homme-femme est complètement fondée dans la biologie et complètement naturelle, à quoi bon imaginer et pouvoir un jour les transformer? Et c'est vrai pour toutes les inégalités sociales auxquelles on peut réfléchir. Alors, attention donc toujours, quand on rencontre, quand on réfléchit sur une catégorisation, quelle qu'elle soit, qui regroupe par exemple des individus, selon quel que soit le critère selon lequel on les regroupe, demandons-nous si cette catégorie est si naturelle que ça, s'il a toujours existé. Et c'est pour ça que c'est très important pour nous de faire de l'histoire, parce que l'histoire permet de dénaturaliser en permanence les catégories qui nous semblent évidentes, qui nous semblent avoir existé de tout temps. Alors, l'orientation essentialiste, que je ne vais pas entièrement rejeter, parce qu'il y a sûrement des choses à reprendre à l'intérieur, considère que dans l'identification, qui est certes en partie un résultat de l'histoire, mais dans cette identification et ce rapprochement entre les femmes et la nature, il y a une connexion spécifique entre les femmes et le vivant qui aurait une base naturelle dans la biologie. Vous voyez bien que c'est quand même pas tout à fait la même, c'est même quelque part contradictoire, ces deux orientations. Après, il faut savoir ce qu'on en fait. Évidemment, l'assimilation femme-nature a été un moyen pour le patriarcat de dominer et de dévaloriser les femmes et le féminin. Mais pour certaines féministes, écoféministes y compris, revendiquer ce lien spécifique avec la nature, c'est valoriser le féminin dans une perspective de renversement de la domination du masculin. C'est pas pour se soumettre et admettre cette domination, c'est pour imaginer la manière dont on pourrait renverser cette vieille domination du masculin. Alors je dis vieille, justement, je vais faire un peu d'histoire. Histoire évidemment très complexe de la construction de la domination croisée sur les femmes et sur la nature. Donc je m'arrêterai tout à l'heure de manière un peu plus longue sur cette période fondamentale de la Renaissance, de la modernité, qui va du XVe au XVIIe siècle, et qui est une période pour l'histoire occidentale, j'insiste sur l'histoire occidentale, tout à fait essentielle pour comprendre comment s'est construite notre manière de voir le monde, et j'insiste là-dessus, dans laquelle on est encore un peu englué aujourd'hui. C'est en fait la manière de voir le monde qui est dominée par la rationalité instrumentale. Mais on peut commencer, et là, en toute modestie, peut-être que André interviendra dans le débat, et je pense qu'il va reprendre ces questions dans les conférences qui sont prévues l'année prochaine sur l'histoire de l'idée de nature, par exemple. Mais apparemment, quand même, dans la philosophie grecque, ce qui domine, avec Aristote, par exemple, c'est l'idée qu'il faut distinguer l'homme et les autres êtres naturels, distinguer la physis, tout ce qui advient, et s'oppose à la techné, qui désigne tout ce que l'homme fabrique, la techné prolongeant la physis et étant bornée par elle. Donc une idée de séparation, de distinction entre l'homme et le reste des éléments qui composent l'environnement. Donc ce serait déjà présent chez les Grecs, mais vous savez aussi que dans le christianisme, qui peut être considérée comme la religion la plus anthropocentrée que l'humanité ait connue, la relation entre l'homme et la nature qu'elle a promis
qu'elle a promu peut expliquer le rapport destructeur que les Occidentaux ont pu avoir avec cette dernière, puisque le livre de la Genèse de la Bible rapporte que Dieu dit « Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. » Donc cette idée de domination de l'être humain sur la nature, on en trouve des traces dans des textes très très anciens. Ça ne vient pas de la modernité, c'était présent avant. C'est un premier aspect concernant de grands textes, des grands philosophes. Maintenant, si on dit un mot sur l'histoire concrète, l'histoire matérielle de la division des tâches entre les sexes, la division des rôles sociaux entre les deux sexes, il y a un certain nombre de choses très importantes qui se sont jouées au moment de la révolution néolithique et de la naissance de l'agriculture sédentaire et de l'élevage. Donc là, j'introduis la thèse de Françoise d'Aubonne, dont j'ai dit qu'elle était inventeuse du mot écoféminisme, même si en parallèle, il y a dès les années 60, il y a d'autres penseurs et penseuses qui vont dans le même sens. André a fait un exposé dans une conférence l'an passé où il a beaucoup parlé, je crois, de Rachel Carson, cette scientifique nord-américaine qui, dès 1962, dans un livre célèbre qui s'appelle « Le printemps silencieux », aura contribué à l'interdiction du DDT aux USA. Françoise d'Aubonne, qui est née en 1920 et décédée en 2005, qui était donc une militante un peu tout-terrain, MLF, antinucléaire, anticolonialiste, etc., et aussi une écrivaine qui a beaucoup écrit des romans, qui était très très active à la fois sur le plan militantisme et intellectuel, très influencée par Simone de Beauvoir et Serge Moscovici, je l'ai dit. Elle va proposer une interprétation des racines historiques de la domination masculine, que je résume ainsi. Le pouvoir masculin est l'aboutissement logique de l'une des deux découvertes parallèles il y a 50 siècles, donc ça nous amène 3000 ans en gros avant Jésus-Christ, selon elle, une découverte parallèle qui leur a permis au pouvoir masculin d'ensemencer la terre comme les femmes. Leur participation dans l'acte de la reproduction, puisque jusqu'alors les femmes possédaient le monopole de l'agriculture et les mâles les croyaient fécondés par les dieux. Les mâles se sont donc emparés des deux, surexploitant l'une et l'autre, d'où des problèmes de surpopulation, l'excès des naissances et la destruction de l'environnement. L'appropriation masculine de la terre il y a 5000 ans est une grande défaite des femmes. Alors, elle ajoute après des thèses un peu plus discutables et qui ont été globalement rejetées par la plupart des recherches en anthropologie et en préhistoire, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait eu avant le patriarcat un matriarcat, voire un amazonat. Dans les derniers textes que j'ai pu lire sur la question, c'est massivement rejeté cette thèse. Et d'ailleurs, certains disent que c'est pas parce que la domination masculine serait à l'échelle de l'histoire des sociétés humaines un phénomène tardif qu'elle peut pour autant être facilement abolie. Donc, du point de vue de l'argumentation, on peut dire politique, le fait qu'il y ait eu ou non un matriarcat précédant le patriarcat n'est pas très important. Ce qu'on constate de toute façon, c'est que c'est extrêmement difficile d'en sortir, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Voilà. Donc si on met de côté cette thèse un peu risquée sur l'existence d'un matriarcat qui aurait précédé la prise de possession des mâles du masculin sur à la fois la terre et l'utérus, finalement, sur le corps des femmes, eh bien c'est une thèse tout à fait intéressante et qui converge avec d'autres. Je pense en particulier à la thèse de Françoise Héritier, qui montre que ce qu'elle appelle la valence différentielle des sexes, c'est-à-dire que dans toutes les sociétés connues sur Terre, le masculin est plus valorisé que le féminin, quelles que soient les qualités qui soient valorisées. C'est-à-dire qu'en Inde, ce n'est pas forcément les mêmes qualités qui sont valorisées chez le masculin occidental, mais c'est toujours associé à une valeur plus positive que celles qui sont associées au féminin. C'est ça la valence différentielle des sexes. Et cette valence différentielle des sexes, dit-elle, résulte de la volonté des hommes
incapables d'enfanter, de contrôler la reproduction. Pour elles, le privilège exorbitant d'enfanter a privé les femmes de la maîtrise de leur corps, de leur sexualité, parce que le prix de ce privilège en a été l'aliénation de leur corps par les hommes. Une dernière chercheuse que j'ai envie de citer, c'est l'écoféministe allemande Maria Mies, qui ajoute à ce premier type d'interprétation le rôle du pouvoir masculin sur la chasse et donc sur les armes. Alors qu'on doit, nous explique-t-elle, la survie de l'humanité bien plus à la femme cueilleuse qu'à l'homme chasseur, qui assurait au maximum 20% des ressources alimentaires des premières sociétés, alors que les femmes en assuraient 80%, pourquoi, sur la base de leur pouvoir économique, les femmes n'ont pas pu empêcher la suprématie masculine? Parce que leur technologie privilégiée, la fabrication des paniers, fabrication des peaux, est restée productive, alors que la chasse ne produit rien, elle détruit. Mais elle peut être utilisée aussi pour tuer les êtres humains. Les chasseurs ont acquis un pouvoir sur les êtres vivants, y compris les femmes, qui ne découle pas de leur propre travail productif. C'est une relation de prédation, d'exploitation, de domination. Donc vous voyez, il y a quand même plusieurs thèses qui convergent vers l'idée qu'il y a un enracinement très ancien de la domination masculine, à la fois sur la nature et sur les femmes. Sur la nature via le contrôle de l'agriculture et la pratique de l'élevage, de la chasse, excusez-moi, et le maniement des armes, et par là même sur les femmes. Mais il faut s'arrêter donc sur la rupture qui accompagne ce qu'on appelle la modernité en Europe occidentale. On observe alors un changement considérable des visions du monde avec l'émergence de la révolution scientifique et les débuts du capitalisme, du colonialisme, de la traite des esclaves. Il y a des liens étroits entre cette révolution scientifique, l'apparition du capitalisme qui transforme les rapports sociaux et les rapports à la nature, et le changement de statut des femmes traditionnellement associées à la terre. On va passer d'une vision dominante où la nature est une mère nourricière et aimante, même s'il y a aussi une vision dominée où elle est rebelle, violente, incontrôlable. Donc la nature est une mère à respecter, l'extraction minière est assimilée à un viol, donc interdit, et une vision où l'assaut violent contre la nature est le modèle même de la connaissance. De ce point de vue, vous avez un philosophe qui s'appelle Francis Bacon, qui développe très très clairement cette vision, aux côtés de Descartes. Pour Francis Bacon, la nature doit être réduite en servitude, traitée comme une esclave, mise sous contrainte et façonnée par les arts mécaniques. Pour Descartes, il faut comprendre les rouages de la nature pour ne plus la subir et s'en émanciper, car, on cite, « connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, nous pourrions les employer et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. » C'est-à-dire que nous avons une vision mécanique du monde naturel qui se substitue à une vision organiciste du monde. C'est-à-dire une vision mécanique qui décompose, qui sépare les éléments au détriment d'une vision où l'ensemble des éléments sont interpénétrés de manière organique. Et donc tout ça, ça va influencer les valeurs de pouvoir et de contrôle sur le monde social, les femmes étant prises dans cette mise en ordre. La meilleure illustration de cette prise de pouvoir sur les femmes, c'est la chasse aux sorcières. Parce que qu'est-ce qui se joue dans la chasse aux sorcières ? C'est la criminalisation de cette vision organiciste et magique du monde. Une bataille pour le contrôle de la production et de la reproduction. Les sorcières donc, sont mises à l'index, criminalisées, brûlées. Pourquoi ? Parce qu'elles possèdent un savoir mystérieux, magique. Mais les sages-femmes aussi vont subir les conséquences de cette période de persécution. Peut-être moins violemment, mais elles vont en faire les frais, parce que les savoirs traditionnels associés à la connaissance du corps féminin, à la gestation, à l'accouchement, vont être progressivement exclus au profit de qui ?
au profit des hommes chirurgiens, avec en particulier l'invention des forceps. Donc là, vous avez vraiment un processus très clair, à la même période, de dépossession des savoirs féminins sur le corps féminin par le pouvoir masculin et le pouvoir scientifique et médical. La peur inspirée par la persécution des sorcières devait servir d'exemple pour des persécutions ultérieures. Elle a institué un régime de terreur pour toutes les femmes dont a émergé le nouveau modèle de féminité auquel elles devaient se conformer pour être acceptées socialement dans la société capitaliste en développement, c'est-à-dire asexuées, obéissantes, dociles, résignées à la soumission au monde masculin, acceptant comme naturelle la relégation à une sphère d'activité, le domestique, et qui se trouvait par ailleurs totalement dévalué sous le capitalisme. Là, c'est une citation de Catherine Larère, qui vient de publier à la découverte dans la collection Repères un excellent l'écoféminisme, que je vous conseille à tous, que je viens de lire. Et vraiment, en 110 pages, vous avez l'essentiel sur la question. On voit donc comment le dualisme nature-culture est un facteur clé de l'avancée de la civilisation occidentale aux dépens non seulement de la nature, dont on imagine maintenant l'exploitation illimitée, c'est l'illimitisme duquel nous ne sommes pas sortis, nous n'avons pas de limites, et si nous avons des limites, mais aussi aux dépens des femmes, identifiées à la nature comme de ceux qu'on va appeler longtemps les sauvages, les non-civilisés. Comme le montre dans l'excellent petit livre chez Anamosa, qui reprend quelques mots comme ça pour en donner en 80 pages l'essentiel des enjeux, c'est Baptiste Lanaspez, un philosophe de l'écologie qui a monté une maison d'édition à Marseille remarquable. Donc il a publié dans cette collection un petit livre qui s'appelle Nature, et où il explique que l'instrumentalisation de la nature a débouché sur une véritable administration de la mort. Il reprend le concept de nécropolitique, c'est-à-dire un empoisonnement de notre alimentation, en filiation avec les deux guerres mondiales. L'industrie des pesticides est directement issue de la reconversion des industries chimiques de la mort de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale, avec un rôle économique central de l'industrie de la guerre, dont l'exemple le plus, sans parler de l'actualité, le plus effroyable est celui d'Hiroshima, avec la présence sur la Terre, vous le savez très bien, de stocks d'armes nucléaires qui ont les moyens de faire sauter la planète plusieurs fois. Donc on est quand même, depuis le XXe siècle, dans cette administration de la mort, qui est largement refoulée, médiatiquement, dans la vie ordinaire, peut-être refoulée par nos peurs, parce que quand on commence à y réfléchir, c'est terrorisant et paralysant, mais on peut pousser la réflexion jusque-là, en disant que tout cela a débouché sur un rapport complètement mortifère, non seulement aux femmes, aux féminins, à tous les dominés, à la nature, et finalement tout cela se retourne contre l'espèce humaine elle-même. Alors on devine que la perspective écoféministe est de renverser ce cadre de dualisme et de domination. Ce ne sont plus les femmes qui sont rejetées hors de la sphère sociale, dans la nature, mais les hommes qui, en prétendant s'arracher à la nature, s'excluent eux-mêmes de la vie, de l'activité, de la créativité. Et là, on pourrait développer, discuter très longuement des limitations, voire des perversions de l'hypertrophie du pouvoir masculin, de ce que ça peut vouloir dire en termes d'amputation des capacités humaines d'être enfermées dans le virilisme, par exemple. Alors, j'arrive au deuxième point de mon exposé, et je vais pouvoir être peut-être encore un peu plus bref que je pensais pour laisser place à discussion. Donc, si on regarde maintenant sur le plan des pratiques de lutte et d'expérimentation sociale, ça veut dire quoi l'écoféminisme ? On peut distinguer deux grands types de pratiques sociales. D'une part, des mobilisations collectives de femmes contre des politiques qui dégradent la santé et ou la nature.
c'est peut-être l'aspect le plus visible, parce que le plus familier, des luttes sociales, des mobilisations contre, et puis toute une série d'expérimentations sociales beaucoup moins visibles, mais qui sont peu ou prou marquées par cette démarche écoféministe. Voilà. Alors, concernant les mobilisations collectives de femmes, d'abord dans le monde occidental, quand on regarde l'histoire récente, c'est d'abord aux États-Unis finalement et un peu au Royaume-Uni que se sont développées des grandes mobilisations spécifiques de femmes contre l'industrie nucléaire, civile et militaire. Au début des années 80 notamment. En 79, il y a eu une grande marche féminine sur le Pentagone. C'était des femmes qui étaient les plus conscientes et les plus hostiles et les plus mobilisées contre le déploiement de nouvelles politiques d'armement à cette époque-là. Et les observateurs ont remarqué que cette grande marche des femmes sur le Pentagone en 1979-80, je crois, qui fait suite d'ailleurs à la première grande catastrophe nucléaire civile, Three Mile Island, donc avant Tchernobyl et avant ce qui s'est passé au Japon. Eh bien, ce lien est fait entre les dangers de l'industrie civile et nucléaire, et ces femmes manifestent avec un certain nombre de caractéristiques qu'on ne voit pas ordinairement dans les manifestations masculines ou mixtes. C'est-à-dire beaucoup de festivités, beaucoup de fêtes, beaucoup de joie, beaucoup d'inventions, beaucoup de mise en scène des différentes émotions, la colère, la dérision, la joie, bref, un certain nombre de dimensions où le féminin apporte quelque chose d'original. Il y a aussi dans les années 70-80 aux États-Unis des mobilisations d'habitantes, soit de classe moyenne contre les effets de la construction d'écoles sur des emplacements de déchets chimiques qui atteintent à la santé des enfants et des adultes dans l'environnement, ou des luttes dans les années 80 de femmes indigènes contre les pollutions à l'uranium des cours d'eau proches des mines, et qui disent quand nous retirons l'uranium du sol, cela atteint d'abord les femmes à travers leurs fœtus et leurs enfants. Dans les années 80, c'est le début d'un mouvement de lutte dit de justice environnementale dans le sud des États-Unis. Et là, on retrouve une majorité de femmes afro-américaines qui se mobilisent contre l'implantation d'un dépôt de déchets toxiques. Et évidemment, dans les pays du Sud, notamment en Inde, après la catastrophe de Bhopal, où des émanations de gaz toxiques provoquent des milliers de morts, et on retrouve les femmes en première ligne de lutte pour la santé de leurs enfants, pour leur propre santé, et pour demander une indemnisation correcte et pour surtout demander que ça ne se produise plus. Et c'est en Inde que va se développer un mouvement multiforme de lutte contre la déforestation, le développement de l'agriculture industrielle passant par la déforestation et le contrôle des semences par les multinationales. C'est un mouvement qui s'appelle Chipko, ce qui veut dire enlacer les arbres, parce que les premières modalités d'action ont pris cette forme-là, de femmes qui enlaçaient les arbres pour empêcher qu'on les détruise, dans une tradition de sacralisation des arbres, des bosquets et des forêts. Et c'est là qu'émerge la figure de Vandava Shiva, qui prolonge ce mouvement par la mise en place d'ONG et d'un réseau de paysans et de paysannes qui travaillent en agriculture biologique et qui cherchent à conserver la maîtrise des semences que les multinationales cherchent à s'approprier. Voilà quelques exemples, et vous en avez des tas d'autres, notamment en Amérique latine, où il y a depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, un nouvel essor de ce qu'on appelle l'extractivisme, c'est-à-dire des tentatives, réussies ou non, d'ouvrir des mines, y compris en rapport avec le développement du photovoltaïque, par exemple, ou des batteries pour les voitures électriques. Et là, comme par hasard, ce sont des implantations de mines qui perturbent considérablement les conditions de vie des populations locales, y compris des populations indigènes. Et là, on retrouve les femmes au premier rang pour s'opposer à ces projets miniers. Les hommes étant parfois plus ambivalents. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent il y a des emplois pour nous à venir. Les femmes savent qu'elles n'ont pas d'emploi à trouver dans ces mines et que
leur activité principale, agriculture vivrière, artisanat, etc., est directement menacée par ces implantations industrielles. Dernier volet, c'est les expérimentations sociales. Alors, les plus spectaculaires sont la mise en place de communautés lesbiennes, notamment, mais pas seulement aux USA, dans les années 80-90, selon un modèle qui n'a strictement rien à voir, c'est ça qui est intéressant de regarder, du modèle masculin de l'homme solitaire qui fuit la civilisation pour aller dans la forêt. Ça n'a rien à voir. L'homme va chercher un rapport plus authentique, plus solitaire à la nature, un peu dans la filiation de Jean-Jacques Rousseau. Alors que là, pas du tout. Les femmes rompent le contact avec la civilisation urbaine et masculine pour investir une terre, la travailler, y vivre en communauté. Et ces pratiques mettent en œuvre concrètement un véritable féminisme de la subsistance, non pas au sens de subvenir au minimum vital, mais au sens de développer autour des activités de base agricoles et artisanales toute une communauté autogérée, cherchant des rapports plus égalitaires et mettant complètement à distance, par définition, et le capitalisme et le patriarcat. Ensuite, il y a toute une série d'autres expériences disparates qui commencent à être étudiées, y compris en France, qui ont en commun le souci de se réapproprier la nature au travers d'activités auto-organisées en milieu rural, toujours avec la quête dite de subsistance, où l'objectif du travail de la terre n'est pas uniquement la survie et la simple reproduction de la vie, mais la transformation éthique et politique de soi-même et de la vie au commun. C'est ce qu'une jeune chercheuse, enfin une chercheuse, relativement jeune, Geneviève Pruvot, qui vient de publier un livre sur la question à partir de l'enquête en France, appelle l'écoféminisme vernaculaire, toujours avec un ancrage territorial. Mais un ancrage territorial qui peut être provisoire, c'est-à-dire on n'est pas dans une logique de l'enracinement et dans un terroir auquel on serait attaché dans une filiation profonde. Non, on cherche un ancrage territorial, éventuellement transitoire, mais dans lequel on développe des activités de proximité et de solidarité, basées notamment sur, encore une fois, le travail de la terre, l'agriculture biologique, l'artisanat, et des activités qui étaient traditionnellement masculines. Je la cite, Geneviève Pruvot, qui dit « Ces femmes savent fendre le bois, monter sur un tracteur, dormir seules dehors, faire du stop, transporter des bottes de paille, traire les vaches, faire de la plomberie et coudre. » Donc ce n'est pas un enfermement dans les activités féminines traditionnelles, c'est un élargissement et la réappropriation d'activités qui étaient monopolisées parfois par les hommes, mais qui font sens dans le cadre de cette démarche d'expérimentation. Voilà, je conclus par les questions que pose, quelques questions que pose l'écoféminisme. Plusieurs critiques ont pu être faites, notamment au courant qui penche vers l'essentialisme. J'ai distingué tout à l'heure constructivisme, essentialisme. Et c'est ce courant qu'on appelle parfois l'éco-maternalisme, l'écoféminisme spiritualiste, le féminisme de la nature, où on peut reprocher donc un certain essentialisme, c'est-à-dire le retour au modèle traditionnel, où on enjoint aux femmes de renouer avec la nature, où on surfe un peu avec l'idée d'instinct maternel, d'idée de nature féminine éternelle, bref, des catégories qui sont quand même discutables et qu'il faut discuter. Le conservatisme au sens où il y aurait une tendance au rappel du rôle traditionnel domestique des femmes, avec parfois des dimensions irrationalistes, spiritualistes. On invoque Gaïa, la Pachamama, des divinités. Donc on peut poser la question, ça peut être intéressant, et se demander qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça veut dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de retour vers une forme de spiritualisme, de superstitionnalisme. Tout dépend du statut qu'on donne à ces déesses. Est-ce que ce sont des images, des métaphores,
des images poétiques, ou est-ce que c'est plus sérieux que ça? C'est-à-dire qu'on croit vraiment qu'il y a une déesse mère qui existe quelque part. Bon, on peut en discuter. Et un risque peut-être de dépolitisation des enjeux aussi, dans la mesure où on risque de se replier vers un exercice de transformation purement personnelle, hein, où on glorifierait le foyer et on rejetterait tout de la tradition démocratique occidentale. Ce qui nous amènerait à discuter, je pense que là il y aurait besoin de conférences et de séminaires centrés là-dessus, parce que je n'y vois pas moi-même forcément clair, sur le tri qu'on pourrait faire au sein de cette fameuse pensée de la modernité, hein, la pensée des Lumières, la pensée de la raison, qui a quand même permis de nous émanciper d'un certain nombre d'autorités religieuses, d'autorités de droit divin, etc., mais dont on a vu un peu le revers tout à l'heure en disant qu'on a été quand même très très loin dans l'instrumentalisation du rapport à la nature, et, entre autres. Mais pour Catherine Larère, donc, qui vient de publier ce petit livre, l'écoféminisme n'est pas un essentialisme. Associer les femmes à la nature, cela peut sembler une essentialisation qui ferait obstacle à leur émancipation, mais cela peut aussi permettre de renverser notre regard et, à l'heure des crises écologiques que nous traversons, de questionner la prétendue évidence selon laquelle l'arrachement à la nature serait un préalable nécessaire à toute libération. Je vous remercie. Il y a des micros. La première. Qui compte. La première étant la plus difficile, on passe à la seconde. C'est plus facile. Bon, ben, visiblement. Oui. Bon, dans la vision traditionnelle des sociétés, comme c'est leur critiqué, il y a quand même quelque chose qui me trouble, c'est la vision de la guerre. Apparemment, toutes ces sociétés ont toujours considéré que la vie de l'homme était beaucoup moins importante que la vie de la femme. Ce qui est un peu en contradiction avec la hiérarchie qu'on pensait pas, puisqu'on les envoie se faire tuer en disant mais on n'a pas besoin de tous ces hommes. Il y a une manière très simple de répondre à cette question, c'est l'héroïsation du sacrifice masculin. Donc c'est une valeur suprême, par exemple. En Grèce, le héros, c'est celui qui se sacrifie. C'est un lot de consolation. Et plus que ça, dans les sociétés traditionnelles, non, c'est le statut des soldats est très très valorisé. Hein. Bon, je pense qu'effectivement, ça a changé quand même depuis les catastrophes du XXe siècle. En tout cas, c'était très bien. Ça m'a fait penser, bon, l'alimentation, par exemple, c'est quelque chose qui, seulement récemment, est devenu noble, suffisamment noble pour qu'on s'en occupe. Jusqu'alors, plutôt laissé, à part les chefs, bien sûr, les chefs cuisiniers, eux, avaient leur place, mais c'était laissé aux arts ménagers. Et les arts ménagers, justement, faisaient partie d'un enseignement qui était réservé à certaines personnes, femmes, mais un peu dévalorisées, certainement. Il y avait des écoles ménagères. Bon, en tout cas, au niveau du collège, j'ai rencontré un prof de techno femme qui regrettait de ne plus pouvoir enseigner à tout le monde la couture, la cuisine, etc., à côté de, évidemment, l'informatique, etc.
disait qu'il y avait des choses qui étaient réservées aux femmes, qui étaient dévalorisées, et que maintenant on retrouve comme complètement essentiel à la vie. Comment c'est? T'as compris? Oui, j'ai bien compris, oui. Mais ça me fait penser aux métiers invisibles qui ont été visibilisés pendant le Covid, c'est-à-dire tous les métiers essentiels, les métiers du care, qu'on commence à reconnaître dans les mots, comme étant essentiels, mais dans les choix concrets, dans les choix politiques, il n'y a rien de changé pour l'instant. Les aides à domicile ou les cuisinières, que je sache, n'ont pas connu une revalorisation brutale de leur statut social. J'ai quelques difficultés là quand même. Donc si je voulais répondre simplement, il me semble moi que les femmes ont cherché également de sortir, je dirais, de manière un peu rapide, de leur cuisine. Elles ont souhaité, c'est les années 70, on est pour 68, la femme s'est également émancipée d'une manière assez forte, et un moment très fort, effectivement, je répète, était celle de sortir de la cuisine. La cuisine était le symbole, la femme était à la cuisine, l'homme était à l'extérieur, travailler. Alors aujourd'hui, on peut y retourner. Mais il faut se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, il y a quoi, une trentaine d'années, une quarantaine d'années. C'est la femme. Au contraire, l'homme en a beaucoup souffert. J'imagine que les années 60 ou 70, il y avait le patriarcat tel qu'on le dit aujourd'hui, tel qu'on en parle aujourd'hui. C'est la femme qui s'est complètement détachée très rapidement. Enfin, je me souviens de mes copines, c'était la cuisine, et d'ailleurs les coupures de cuisine, s'il y a beaucoup les restaurants, on parle beaucoup de la cuisine, des grands cuisiniers, on va dire ces 15 dernières années. Auparavant, on n'en parlait pas, parce que la cuisine était dans la maison. On mangeait. La femme, effectivement, il y avait cette transmission de génération qui se faisait de la mère à la fille, de la grand-mère à la mère, de la cuisine qui était essentielle. Il y a eu une coupure, une rupture brutale qui s'est faite en l'espace d'une génération, de deux grand maximum, dans une génération. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ne font plus à manger, et d'ailleurs, je peux dire que beaucoup d'hommes sont venus à la cuisine. Auparavant, l'homme, il ne pouvait pas imaginer être à la cuisine, faire la cuisine. L'homme travaillait, il fallait cette séparation, c'est classique, traditionnel, etc. Mais il y a eu cette rupture brutale, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le discours de dire on revient à certaines pratiques plus naturelles dans le foyer, parce qu'on ne parle pas aussi du foyer. Du foyer, c'est quelque chose, quand même, c'est pas une rupture qui date depuis. On ne va pas revenir au néolithique. Là, c'est quelque chose de relativement récent. Je voulais répondre, puisque la dame disait de revenir à certaines activités. Voilà, enfin, c'est tout ce que je voulais dire, un petit peu, parce que j'essaie de vous contenir, parce que j'aurais bien plus de choses à dire, mais il faut aller doucement, c'est ça. Avec excès. Juste un peu au niveau de la politique. Moi, j'étais jeune distributeur de tracts. J'arrivais dans le parcours, on faisait un journal local, ça marche. Et donc, quand je distribuais ça, des fois on me fermait la porte, des fois on m'ouvrait les portes ouvertes. Ça me fait un peu le naze. Et puis, la dame me disait non, je ne m'occupe pas de politique, c'est mon mari. Voilà ce que j'avais souvent comme réponse. La femme, en majorité, même s'il y a eu des mouvements de suffragettes, etc., qu'il y a eu du féminisme comme 68, avec la émancipation, qu'il y a eu le MLF, qu'il y a eu Gisèle Halimi, etc., là, dans la majorité des cas, la femme ne s'occupait pas de politique. Et d'ailleurs, le personnel politique, les élus, je veux dire, c'est récemment qu'il y a eu une poussée, à part en Scandinavie, mais il y a eu une poussée du sexe féminin, heureusement, dans les chambres d'enregistrement, comme ça, que ce soit l'Assemblée nationale, le Sénat, les démocrates, etc. On cherchait la femme, quoi, je veux dire. Il faut peut-être rappeler que le droit de vote des femmes en France est tardif. est très récent. C'est très récent, faut peut-être le rappeler. Et que nous
avons été éloignés, tenus très éloignés des sphères de décision, qu'elles soient Mais c'est pas leur faute, Non, mais c'est pour ça que je pense que c'est important quand même de rappeler que le droit de vote en France est à quelques dizaines d'années. Donc évidemment, ça peut expliquer que les femmes n'osaient pas s'intéresser, ou ne pouvaient pas, ou n'imaginaient pas pouvoir s'intéresser. Je pense que c'est un point très important. Tout le monde ne s'appelle pas Louis Michel. Sans avoir l'accord du mari. Quelque chose à rajouter? Non, si je comprends bien les dernières interventions, en tous les cas les deux dernières, c'est pour dire attention, il y a quand même eu des changements. Hein, c'est ça? J'ai bien compris. Alors je poursuis parce que alors, non seulement le droit de vote entre les femmes en France est assez récent, mais on n'a toujours pas l'égalité des salaires en France. Okay. Aujourd'hui, les choses ont peut-être changé, mais il me semble qu'il y a encore beaucoup à faire. Et que l'égalité aujourd'hui n'est pas une réalité. En tout cas, ça pour les femmes. Les choses ont peut-être changé pour les femmes. Elles sont changées. Non, attendez, donc, non, mais moi je parle d'égalité, monsieur. Moi je parle d'égalité. L'égalité n'existe pas. Non, attendez, monsieur, les choses. Mais monsieur, je peux parler. Monsieur, je peux parler. Moi je parle d'égalité. Moi je parle d'égalité. Je ne parle pas de changement. Parce qu'effectivement, nous avons eu l'accès aux contraceptifs, nous avons eu le droit de vote, je veux dire, nous avons eu le droit à l'IVG, mais l'égalité salariale, parce que si on veut être indépendant et libre, il faut pouvoir gagner sa vie, payer ses charges. Non, attendez, monsieur, nous n'avons toujours pas l'égalité salariale, c'est-à-dire que la différence de salaire pour un poste identique entre un homme et une femme est, selon les chiffres, varie entre 20 et 10% aujourd'hui. Alors que dans les années 80, il y a eu une loi, j'ai oublié la femme politique qui a fait, le nom de la femme politique, mais certainement que les sociologues vont s'en souvenir, qui a fait voter l'égalité des salaires. C'était, je dis son nom, j'ai eu tout à l'heure. Donc si vous voulez, dans les années 80, on vote l'égalité salariale et en 2023, nous ne l'avons toujours pas. Donc ce qui peut... Mais je ne sais pas, on ne parle pas de vous parlez de changement. Ce serait plus... Je suis optimiste, je ne fais que constater que l'égalité n'existe pas aujourd'hui. Ça s'améliore, mais madame. Cette discussion mériterait d'être portée au public. Là, c'est pas possible, on ne comprend pas, on ne suit pas. Il y a eu des changements, mais nous sommes encore loin du compte. Est-ce que cette motion de synthèse vous convient? On peut dire objectivement, ces 20 dernières, ces 30 dernières années, les choses ont énormément évolué, alors que c'était statique pendant des siècles. C'est ça que je veux dire. Les choses ont vraiment changé. Alors, je crois que j'ai compris le point de vue du monsieur, et je vais discuter avec lui maintenant, parce que c'est le débat qu'il y a à l'intérieur du féminisme et des écoféministes. C'est-à-dire que, d'une part, vous avez tout à fait raison, nous sommes encore loin du compte du point de vue de l'égalité des positions et donc des salaires. Cela dit, est-ce que l'objectif féministe, c'est simplement d'occuper les mêmes places de la même manière que les hommes, ou c'est de subvertir le pouvoir masculin, hein? Alors, que signifierait, effectivement, introduire de la positivité venue de tous ces mouvements féministes et écoféministes dans l'organisation sociale? Et qu'est-ce que ça signifierait pour des nouveaux rapports entre le féminin, le masculin, le pouvoir féminin, le pouvoir masculin, etc. C'est là que ça devient très intéressant. C'est pas seulement revendiquer un accès amélioré aux positions de pouvoir telles que les hommes les occupent. Je ne sais pas si, je crois même savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas intéressées, par exemple, pour travailler 80 heures par semaine dans une compétition économique folle, telle qu'on nous l'impose depuis un certain temps. Hein, voilà, par exemple. Ça, c'est encore une représentation de la féminité. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que pour le féminisme existe le micro, et vous nous l'avez rappelé tout à l'heure, mais en tout cas le féminisme moderne, mais aujourd'hui encore, on est encore en train de discuter le droit des femmes. C'est-à-dire que donc,
moins que les hommes, que l'autre partie qui est minoritaire. C'est ça qui est intéressant. Et qui se joue là. On a peut-être plus de pouvoir. Non. Vous posez la question, mais je suis sûr que vous avez quelques réponses. C'est pour tout ça que je suis très déçu de devoir renoncer à l'idée d'un matriarcat qui aurait précédé le patriarcat. Parce que j'avais lu chez Gérard Wendel, qui est socio-psychanalyste et anthropologue, qui se référait lui-même à un sociologue qui se nomme Malinowski. J'avais lu que Malinowski avait observé le passage matriarcat au patriarcat dans les îles Trobriand, et la description qui en était faite était très séduisante, puisque on pouvait assimiler ces relations sociales à un communisme primitif. C'est-à-dire que dans ces îles, il y avait une mise en commun des biens de production et une mise en commun aussi des produits. Et donc c'était lié à un matriarcat et à la liberté sexuelle. C'est-à-dire qu'au milieu du village, d'après les descriptions qui étaient faites, il y avait une maison où les jeunes pouvaient faire leurs expériences. Je trouvais ça très, très intéressant. Et je pense que quand tu as parlé des expériences féminines qui ressemblent un peu à ça, à travers des coopératives, à travers des notions d'échange et de partage, plus que d'accumulation de biens, ça ressemblait un peu à ça. Alors, deux remarques. La première, c'est que moi, je parle au nom de ce que j'ai lu, parce que je me suis un peu intéressé à la question récemment. Apparemment, il y a un consensus très, très, très majoritaire des spécialistes pour dire qu'il n'y a pas de traces, on n'a pas trouvé de traces de cette fameuse période matriarcale. Malinowski, c'est le 19e siècle, hein, donc c'est déjà des travaux assez anciens. Et depuis, il y a pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts. On est d'accord, s'il avait existé un matriarcat, c'était un pouvoir féminin au détriment d'un pouvoir masculin. Hein, donc on serait encore autre chose, on serait encore ailleurs que dans cette fiction un peu d'un communisme primitif purement égalitaire. Il y aurait un pouvoir féminin. Bon. Et la deuxième remarque, c'est que je ne sais pas si tu fais allusion à ce que j'ai dit sur les communautés lesbiennes ou sur d'autres expériences. Les communautés lesbiennes, ce n'est pas des formes de matriarcat, c'est des formes d'exclusion du patriarcat. Hein. Donc on n'est pas en mixité là, on est entre femmes. Hein, donc c'est encore autre chose. Et je trouve ça très intéressant de voir, d'ailleurs, je n'ai pas étudié la question, voir ce que c'est devenu, hein, parce que ça a été assez massif, entre guillemets, relativement massif, aux États-Unis dans les années 70-80. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Je ne sais pas. Il y a des travaux, il y a des publications là-dessus à lire. Hein. Je n'ai pas eu le temps de me documenter suffisamment. Et ce qui me serait intéressant, c'est de mettre en parallèle ces expérimentations avec des revendications qui ont pu exister. Je ne sais pas s'il y a eu des expérimentations réelles, mais dans d'autres mouvements d'émancipation basés sur d'autres formes d'oppression, notamment la race, le racisme, hein, puisque dans le mouvement des Black Panthers, dans les mouvements nord-américains, il y avait aussi cette tendance minoritaire, mais cette tendance à revendiquer, faute de pouvoir améliorer la situation en situation de non-mixité raciale, revendiquer de pouvoir s'implanter entre Noirs, soit dans des États aux États-Unis, soit pourquoi pas en Afrique. Hein. Il y a eu des projets comme ça, que je n'ai pas étudiés non plus, mais les débats provoqués par ces orientations séparatistes, on a beaucoup parlé du séparatisme en France, à propos d'autres choses, c'est pas tout à fait comparable, mais ces projets séparatistes dans les mouvements d'émancipation qui finalement sont restés minoritaires, et de mon point de vue, heureusement, parce que je pense que ça peut être une stratégie ponctuelle, c'est comme les groupes de parole non mixtes, hein, c'est tout à fait pour. Mais d'ailleurs, par exemple, les groupes de parole non mixtes dans les mouvements féministes étaient conçus comme des moments, et n'étaient pas conçus comme des projets de développement séparés durables. Hein. Donc les débats
provoqué par ces orientations, est-ce qu'on développe notre projet d'émancipation entre nous, ou est-ce qu'on cherche à subvertir l'ensemble de l'ordre social à partir de nos exigences d'émancipation? Je trouve que c'est un débat très intéressant, c'est un débat stratégique. Et derrière le débat stratégique, il y a évidemment des débats théoriques. Oui, voilà. Du coup, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir aussi que, en cours de l'histoire, les femmes ont aussi acquis et perdu des droits. En fait, ça n'a pas jamais été linéaire. Et notamment, là-dessus, il y a un livre que je trouve intéressant qui s'appelle Les grands oubliés d'histoire de Titu Lecoq, où elle montre bien que, en fait, il y a eu des sociétés, par exemple, entre les Grecs et les Égyptiens, c'était pas du tout le même rapport. Les Égyptiennes, notamment, ont eu des droits, ont eu des possibilités d'acquérir du pouvoir qui étaient bien plus importantes que chez les Grecs. Et au cours même de l'évolution, le Moyen-Âge, il y a eu certains droits acquis, puis perdus, puis réacquis. Tout ça, ça montre aussi qu'effectivement, ça évolue, mais rien n'est jamais acquis. On le voit avec des débats des fois sur le droit à l'avortement, ce genre de choses. Et donc, c'est nécessaire, je pense, de continuer le combat pour aller dans la bonne direction. Et après, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de voir, vous disiez, les débats en interne entre les essentialistes et les constructivistes. Du coup, est-ce que, à quel point ça, on va dire, quel est le pourcentage peut-être entre les deux, et à quel point ça, parce qu'il y a quand même des luttes, est-ce que des luttes sont communes, et comment faire en fait pour réussir à peut-être ne pas, entre féministes, s'auto-annuler, ne pas être plus efficace, on va dire, pour quand même peut-être atteindre un but commun. Et après, de s'interroger, nous, peut-être aussi sur qu'est-ce qu'on peut faire pour, les hommes, comment ils peuvent être des alliés pour justement ne pas complètement être des alliés sur le combat des femmes, mais sans le monopoliser, sans se l'approprier. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au jour le jour, au quotidien, par quoi commencer? Est-ce qu'on commence par se battre contre le capitalisme, contre l'extractivisme, contre le patriarcat, ou tout en même temps? Comment on fait pour agir, quoi? Alors, je suis tout à fait incapable de vous donner des chiffres sur l'importance relative des différents courants dans telle ou telle région du monde. D'ailleurs, je ne pense pas que ça existe. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en France, le courant universaliste, constructiviste universaliste est très dominant. A été très dominant, c'est l'influence de Simone de Beauvoir, qui développe une pensée comme quoi on ne naît pas femme, on le devient. Vraiment, c'est ça la construction sociale. C'est-à-dire on est construite en tant que femme ou en tant qu'homme au travers d'un processus historique, social, qui se reproduit de génération en génération. Ce n'est pas naturel. C'est vraiment la ligne, on va dire, universaliste, d'une pensée universaliste qui est très dominante en France. Et du coup, ça explique aussi pourquoi la France a eu du mal à accueillir certaines contributions écoféministes qui apportaient un petit peu un autre éclairage que celui-là. Par contre, dans le monde anglo-saxon, et sans parler sans doute des mondes non-occidentaux, les courants plus essentialistes sont plus forts. Voilà tout ce que je pourrais vous dire. Ça n'a pas forcément de lien direct avec la manière de conduire la lutte avec ou sans les hommes, qu'on soit dans une sensibilité plus constructiviste ou plus essentialiste. Je suis pas sûr que ça impacte directement les visions stratégiques. On pourrait penser que quand on est du côté de l'essentialisme, évidemment, valorisant le féminin de manière un peu essentialiste, on soit plus distant et plus timoré par rapport à la convergence des luttes, comme on dit, mais c'est pas sûr. Je peux pas. La religion n'a pas arrangé le féminisme. La religion en général ou les religions? La religion catholique? Oui, et alors? C'est évident ce que vous dites, oui. Tout à fait, oui.
Oui, c'est clair que l'Église catholique n'a pas été à l'avant-garde dans la défense des droits des femmes, à la promotion du féminisme. Ni le protestant, un peu moins mal. Mais dans toutes les religions, on rabaisse les femmes. Oui, je connais pas suffisamment. Je connais pas les religions, suffisamment les religions orientales pour vous répondre. Le panthéisme, il y a beaucoup de déesses. Dans les religions panthéistes, ouais. Extrêmement dorées. Pas la majorité. On a fait le tour du sujet? Ah non. Non, on va laisser encore un petit moment pour voir s'il y a d'autres interventions, mais sinon... J'avais l'impression que la notion d'égalité salariale était très prégnante. Et donc, j'avais juste une contribution. J'étais très surpris de découvrir le problème. Parce que dans une vie antérieure, j'étais DRH et je participais même à l'élaboration d'une convention collective. On dirait que c'était la convention collective du tourisme associatif. Mais nous avions des échelles de points qui correspondaient à des postes et pas du tout à des sexes ou à je veux dire, toute personne qui occupait un poste donné avait le salaire correspondant au poste. Donc je me pose la question de savoir si, dans les autres branches de l'activité, les syndicats n'ont pas eu lourde responsabilité et que peut-être ils étaient sous-représentés du point de vue féminin. Les choses sont en train de changer, heureusement. Je veux bien dire un mot sur la question salariale, là, parce que c'est pas si simple, le combat pour l'égalité salariale. Quand vous décomposez les sources des inégalités de salaire hommes-femmes, en gros, il y a 3 sources. Et les 2 premières sont plus importantes que la 3e. La première source, c'est l'importance du temps partiel imposé ou non aux femmes, qui est un premier effet massif. Alors, vous savez qu'il y a du temps partiel contraint. Quand vous cherchez un emploi dans la grande distribution ou comme aide à domicile, vous risquez de travailler à temps partiel parce que vous n'avez pas le choix. Et puis il y a le temps partiel volontaire dans la fonction publique, dans les grandes entreprises, dans les banques, etc. C'est pas tout à fait la même chose, mais dans les 2 cas, ça a à voir avec la domination globale féminine que subissent les femmes. Hein. Le temps partiel contraint parce que dans certaines branches d'activité, pour certains métiers, votre position de force sur le marché du travail est très faible, si je puis dire. Quand vous êtes une femme et que vous avez peu de qualifications et que vous allez chercher un emploi dans le commerce, par exemple, on va vous imposer des temps partiels contraints et vous n'avez guère le choix parce que un CAP de vente ou un BEP de vente a moins de valeur encore sur le marché du travail qu'un BEP mécanique, par exemple, hein, typiquement masculin, ou qu'un BEP de maçon. Je prends cet exemple. Et puis du côté du temps partiel dit volontaire, c'est souvent à l'initiative, entre guillemets, des femmes pour mieux gérer la vie familiale, les enfants, etc., mais dans le cadre d'une discrimination, elle aussi, hein, qui donne la priorité à l'activité professionnelle masculine et à la carrière masculine. Un premier facteur qui explique beaucoup déjà, je ne sais pas la décomposition en pourcentage, mais c'est un facteur important. Le deuxième facteur, c'est la construction des métiers qui font que, avec des métiers qui sont en fait, qui demandent autant de formation et de responsabilité, une infirmière va être moins rémunérée qu'un technicien supérieur de l'industrie. Donc ça, c'est la construction historique et sociale de la qualification qu'il faut remettre en question. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Ce sont les féministes québécoises qui ont beaucoup travaillé là-dessus pour faire en sorte que les syndicats s'emparent de cette question. Hein. Dans un métier, je prends l'exemple des métiers de la santé, aide-soignante, infirmière, qui sont massivement féminisés. Vous ne la voyez pas si vous ne réfléchissez pas à l'inégalité, la discrimination salariale. Ce sont que des femmes pratiquement. Vous la voyez au microscope, quand vous voyez que les rares infirmiers vont faire plus facilement carrière vers des postes plus spécialisés, plus rémunérés ou plus hiérarchiques que les femmes. Donc ça, c'est la deuxième dimension, c'est la construction même du métier et la sous-reconnaissance des métiers féminins, qui demandent pourtant autant de formation et de qualifications et de compétences, mais ces qualifications et ces compétences sont naturalisées, invisibilisées, dévalorisées, comme si on était infirmière parce qu'on est une femme. Hein, pareil.
les métiers du care, comme on dit. On aurait pu discuter du care et de ce que ça apporte à la réflexion écoféministe, la réflexion sur le care. Et la dernière dimension, c'est effectivement le fait qu'à métier égal, à ancienneté égale, vous allez apercevoir que vous êtes moins rémunéré, de l'ordre de 5 à 10% que votre collègue masculin, parce que, par exemple, quand vous revenez de congé maternité, eh bien, vous subissez un petit accro, et à la deuxième maternité, un troisième accro. Et parce que vous faites des heures un peu moins longues, vous faites un peu moins de présence que votre collègue masculin, vous allez être discriminé en tant que tel, au niveau de votre activité et de votre rémunération, toutes les choses précédentes étant mises de côté. Voyez. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué de faire reculer. Et sur ce juste combat pour l'égalité salariale, c'est pas simple. En fait, c'était pas une question, c'était un complément d'information. Je suis ici. En fait, effectivement, moi j'entendais une étude ce matin, on parlait de schéma, de la façon dont on se représentait, aussi dont on se présente dans la société. J'entendais ce matin une étude, je pense que c'est sur France Inter, donc en fait, les femmes qui ne demandaient pas d'augmentation étaient valorisées, on les appréciait davantage. Et une femme qui va demander une augmentation, elle va passer pour une arriviste, pour quelqu'un qui en veut, qui est dans l'ongle. Un homme, on ne lui reprochera jamais de demander une augmentation. Donc en fait, les femmes qui n'ont pas demandé d'augmentation vont être valorisées quelque part, pas par le salaire, mais vont avoir davantage d'appréciation de leur supérieur qu'une femme qui va être un petit peu plus compétitive parfois. Et en fait, c'est des études qui sont sorties là. Donc en effet, il y a une façon de se présenter, parce qu'on disait que les femmes étaient effectivement, on apprécie qu'elles restent à la maison parfois et qu'elles soient dans un rôle où elles se cantonnent dans leur rôle de gentille nana. Et effectivement, il faut souvent qu'elles n'aient pas les dents trop longues. Donc ça, c'est aussi une histoire d'auto-représentation des femmes qui souvent en politique fonctionne aussi. C'est-à-dire que les femmes ont beaucoup de mal à revendiquer d'avoir un rôle en politique, de se poser d'une façon franche sur une scène médiatique, par exemple, de se sentir légitime. Il y a toujours une question aussi qui se pose, c'est qu'en fait, un mec, quand vous lui demandez, pardon, je suis très sexiste de ce côté-là, c'est qu'en général, quand on demande à un homme de se présenter pour un poste pour lequel il n'est pas hyper qualifié, il va dire « ouais, je sais faire ». Une nana, elle va dire « bah en fait, attends, il faut que je réfléchisse, je vais voir si je sais faire ». Et ça vous place en position totalement différente sur le marché du travail et sur à peu près tous les marchés. Voilà, merci. Bonsoir. Bon, le débat il tombe sur le féminisme et pas sur l'écoféminisme, mais pourquoi pas. Enfin, moi je le sens comme ça. C'est juste pour faire un petit commentaire dans le même sens de compétences et de la manière dont on voit ces compétences. Je ne sais plus qui a dit l'égalité homme-femme sera atteinte quand une femme incompétente aura un poste important. Pour illustrer ça, allez dans un domaine agriculture masculin, allez dans un magasin de bricolage, renseignez-vous, vous serez beaucoup mieux renseigné auprès d'une femme qu'auprès d'un homme. Pour illustrer ce que vous venez de dire, ça me permet de dire un mot sur ce livre remarquable de Mona Chollet. Il y a une conclusion où elle parle un peu d'elle-même et de son rapport au savoir, de son rapport au bricolage, tout ça. C'est tout à fait intéressant et plaisant. Et donc elle raconte une anecdote comme ça dans la conclusion de ce livre qui s'appelle Sorcière, la puissance invaincue des femmes. J'aurais aimé qu'on discute aussi des concepts de puissance et de pouvoir, mais on n'aura pas le temps ce soir. Elle raconte que dans une soirée, elle rencontre un homme comme ça qui a entendu parler d'un livre et qui lui fait un résumé comme ça, de manière très savante et très assurée. Il avait tout compris de ce livre et il lui expliquait ce qu'il y avait dans ce livre. Et en fait, c'était un livre d'elle-même. Voilà. Donc, voilà. C'est une blague ? Non, c'est pas une blague. Je pourrais lire le passage, c'est dans la conclusion de son livre. Oui, je pense qu'on n'a pas assez parlé des religions et du patriarcat dans les religions, parce qu'il n'y a pas de papesse, pas de curette, pas de... Enfin,
des rabbins, il y en a 2 en France, imams, il y en a une. Donc c'est bien aussi la preuve que c'est une domination masculine énorme au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La femme, elle est où là, hein? Elle est nulle part. Et c'est pour ça que, et d'ailleurs le Dalai Lama a écrit un livre que j'ai lu, il présente ses excuses aux femmes, même dans le bouddhisme, hein, qu'on idéalise, les femmes sont vraiment inférieures. Et ça, je crois que c'est important d'être lucide par rapport à ça. C'est aussi important, par exemple, avant 1973, où il y avait une majorité d'hommes au Parlement, puisque les femmes ne pouvaient pas voter, donc il n'y avait pas une majorité de femmes, et bien, à cause des hommes, les femmes mouraient de l'avortement. Alors c'est quand même très grave, il faut y penser. Hein. Et heureusement qu'il y a une femme, comme par hasard, Simone Veil, qui a œuvré pour ça, ce qui semble normal quand même, qu'une femme ne meurt pas suite parce qu'elle a fait l'amour avec quelqu'un, et l'homme est responsable aussi, vous voyez. Donc je pense que c'est des sujets extrêmement importants auxquels il faut penser, parce que moi ça me révolte. Ça n'a pas évolué tant que ça, comme dit le monsieur. La loi, c'était en 1973. Ma mère ne votait pas, c'est pas le Moyen-Âge, hein, c'est actuel. Voilà. Donc je crois que évoluer, un petit peu, mais pas beaucoup, pas assez. Et la preuve, hein, les religions. Bonjour, le patriarcat dans les religions. C'est pour ça que je suis appelée Dieu merci. Grâce à Dieu. Alors, votre remarque a d'autant plus d'importance qu'on va la mettre en relation avec une interrogation sur quel est le poids d'une religion dans une société donnée. Hein, dans un pays, on va dire, où la religion serait tout à fait minoritaire et concernerait peu de monde, ce serait moins gênant que dans des pays où la religion est une religion d'État. Et il y en a encore beaucoup. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des tas de pays où... voilà... où la religion dominante est complètement du côté de la reproduction de l'ordre social, du pouvoir politique, et c'est catastrophique. Hein, parce que là, il y a un redoublement du patriarcat dans la sphère religieuse et dans la sphère de la société civile et politique, hein, si on peut dire. Alors que dans notre pays, c'est un peu plus compliqué. On a quand même pris certaines distances avec la présence de la religion catholique dans l'État. Il y a une séparation de l'Église et de l'État. En France, il n'y a toujours pas de curette. Mais il n'y a toujours pas de curette, mais bon. Disons que s'il n'y a plus personne qui partage cette religion, ça me gêne moins que si c'est massif. Vous voyez, la participation à la religion, c'est ce que je veux dire. Ouais. Mais je comprends que... Parce qu'on parle des religions, mais... parce qu'en fait, quand on lit les évangiles, les femmes, elles sont mises en avant, et il y a même un changement dans l'évangile. Je ne parle pas des religions, en fait, les hommes qui ont pris le pouvoir, y compris dans les religions, voilà, ça c'est une réalité. Mais quand on lit les évangiles, en fait, il y a une remise en cause de l'ordre établi masculin sur les femmes qui est flagrant par rapport à la prostituée, par rapport à qui c'est à qui est annoncé. Après, on peut y croire ou pas y croire, c'est notre affaire, mais à qui est annoncée la résurrection, etc. On peut citer plein d'exemples comme ça dans l'évangile. Après, le problème, c'est les religions qui sont effectivement dominées par les hommes, mais en fait, c'est la suite de ce qui se passait avant. Et il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là. Enfin, moi, je le vois comme ça, mais merde. T'as compris ? C'est pas une question. La religion, c'est pas son truc. Il a dit tout à l'heure. Il a bien raison. On va parler de la relation au pouvoir. Je pense que si on parle de religion, c'est un mauvais exemple. Quand je parle de religion, je parle de religion christianisme, judaïsme, c'est un mauvais exemple parce que c'est né dans le patriarcat même. Avec Abraham, c'était né dans le patriarcat, c'était la source même.
Et la femme, elle était respectée, mais dans une époque où justement c'était la cuisine. On disait que le paradis c'était sous les pieds, dans la mer, qu'une femme c'était respectée du moment où ça restait dans la cuisine. Donc elle avait un mari, c'était vraiment, du moment où on respectait ses codes, c'était une femme, c'était une perle, c'était un diamant. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça a évolué. Il faut savoir que dans les pays musulmans, il y a l'égalité au niveau des salaires, c'est tout pareil. Donc, en tout cas, au Moyen-Orient, je ne sais pas, mais en tout cas en Afrique du Nord, c'est le cas. Et ça a évolué plus que dans les pays occidentaux, pourtant on pensait peut-être que c'est l'inverse. Mais c'est vrai que dans les familles même, là en France, c'est un pays laïque où il reste des religieux, mais peu pratiquants pour la majorité. Et du coup, ce serait aussi un mauvais exemple de comparer les deux, parce que nous, en soi, je parle pour moi parce que j'ai grandi là-bas, et c'est vrai que même si on évolue sur certains points, il y a encore l'idée de tu es une femme, tu n'es pas un homme, oui, mais lui il a fait ça, oui, mais lui c'est un homme, on ne va pas parler de lui de la même façon. Donc je pense que la religion serait vraiment un mauvais exemple. Du coup, je le laisserais plus personnel, dans le sens où je crois en un Dieu, ou plusieurs, et j'ai un livre, mais je vais le lire et le comprendre à ma manière, à mon temps, parce que c'est une époque où maintenant, s'ils disent par exemple, une femme n'a pas le droit de faire ça, elle n'a dit pas le droit de faire ça, donc elle a le droit de rien faire, alors qu'aujourd'hui, on va le lire peut-être différemment. Voilà. Donc il ne faudrait pas non plus diaboliser ça, il faudrait plus prendre le bon côté et laisser le mauvais, parce qu'il y en a pas mal, mais voilà. Non, je suis d'accord. C'est bon, on a le sujet clos. Non, je vais. Bon, on va peut-être arrêter donc un peu plus tôt que d'habitude, mais c'est pas plus mal. Et donc, en tant que conférencier, je voudrais remercier le public pour son attention et la qualité de ses interventions.